Bonjour à tous, je vous propose une vidéo du cours sur l'organisation de la vie politique, qui est un chapitre pas extrêmement compliqué, mais je me suis dit que ce serait peut-être bien de vous faire un cours en complément de la classe inversée pour être sûr que ce soit bien compris par tous et essayer de vous donner des explications sur les petits points qui peuvent être un petit peu plus compliqués. Donc on va repartir de la page 114-115, la page double du livre, et on va dérouler rapidement le contenu. L'idée, c'est de se dire que dans toute démocratie, il y a l'exercice d'un pouvoir politique. Le pouvoir politique, c'est un type de pouvoir, c'est le pouvoir qui, dans la démocratie, va supplanter tous les autres. Ce pouvoir politique, il se détermine, il se définit par le fait de contraindre. Donc c'est un pouvoir relationnel, c'est une partie, un individu ou une partie qui arrive à contraindre une partie ou un autre individu de faire quelque chose ou de ne pas faire quelque chose. C'est vraiment une notion d'influence. Le pouvoir politique a la particularité de s'appliquer à l'ensemble de la société. Il est démocratique parce que ce pouvoir, il est censé être détenu par le peuple. Il y a la célèbre phrase de Lincoln qui dit que la démocratie, c'est le pouvoir du peuple, par le peuple, pour le peuple, sachant que le gouvernement du peuple, en l'occurrence dans une démocratie, c'est très difficile que les citoyens exercent directement le pouvoir politique. Ils vont le transférer à des élus, à des représentants, les maires, les conseillers régionaux, les ministres, les députés, le président de la République. On leur transfère ce pouvoir en notre nom. C'est bien le pouvoir par le peuple et pour le peuple, mais c'est plus tellement le pouvoir du peuple directement. C'est une transition avec la démocratie directe et la démocratie représentative. La démocratie directe, ce serait chaque citoyen qui va s'impliquer directement dans l'exercice du pouvoir politique, ce qui suppose une organisation extrêmement complexe si c'était à l'échelle nationale, ça peut se faire qu'à l'échelle locale, et donc forcément dès que vous avez une société qui est assez grande, assez complexe, vous devez déléguer votre pouvoir, vous devez le transférer à des représentants, et si vous le transférez à des représentants, il faut que ces représentants puissent être à l'image de la majorité, et donc vous allez les élire, et c'est là que les élections entrent en jeu. Pour finir sur la typologie de la démocratie, il y a trois pouvoirs qui sont réunis dans le pouvoir politique. Il y a le pouvoir législatif, c'est le pouvoir de décider les lois. Il y a le pouvoir exécutif, c'est le pouvoir d'appliquer ces lois. Et il y a le pouvoir judiciaire qui vérifie que les lois sont bien exécutées et bien appliquées. Et évidemment, il va les punir si jamais ce n'est pas le cas. L'idée, c'est de répartir ces pouvoirs en trois entités distinctes. Parce que si une même entité en détenait deux ou trois, vous pourriez avoir des abus de pouvoir. C'est-à-dire que si moi, je vais décider des lois et les appliquer, ça peut être dangereux. Si je vais appliquer les lois et vérifier que moi-même je les applique bien, ça peut être dangereux. Donc chaque entité ne doit avoir qu'un pouvoir maximum. Sinon, on peut avoir une dérive et les démocraties ne peuvent ne plus fonctionner correctement. Donc on l'a dit tout à l'heure, on a une démocratie représentative qui fait qu'on doit élire des gouvernants, des élus. L'ensemble du système électoral se nomme le scrutin. Le mode de scrutin, c'est l'ensemble des règles du jeu politique qui visent à faire représenter le peuple afin qu'il gouverne en son nom. Donc vous le savez, en France, on a pas mal d'élections. La plus connue, c'est l'élection présidentielle. On a trois grandes caractéristiques pour les modes de scrutin. On a le nombre de tours, 1 ou 2 tours. La plupart du temps, c'est à 2 tours, même si on a par exemple les élections européennes qui ne sont qu'à 1 tour. On a le fait d'être direct ou indirect. Est-ce que directement je vais voter pour les élus, ou alors est-ce que indirectement je vais passer par ce qu'on appellerait des grands électeurs? Évidemment, on pense aux États-Unis où les citoyens ne votent pas directement pour leur président, mais vont voter pour des grands électeurs qui vont voter pour le président. Là, c'est indirect. En France, le seul cas où les élections sont indirectes, c'est pour les sénatoriales. Sinon, c'est toujours direct.
Et enfin, est-ce que ce scrutin va être majoritaire ou proportionnel? Alors évidemment que si on vote pour une personne, ce sera majoritaire, c'est-à-dire qu'on va chercher que le gagnant, et le perdant n'aura rien. Par contre, si on vote pour un groupe, pour une liste, par exemple pour les élus municipaux, vous allez voter pour plusieurs listes et le nombre de sièges attribués sera proportionnel au résultat obtenu à l'élection. Donc celui qui va arriver en tête aura plus de sièges que le deuxième ou le troisième, mais le deuxième ou le troisième aura quand même quelques sièges. Pourquoi c'est intéressant? C'est-à-dire que ça va permettre une certaine mixité politique, d'avoir un suffrage proportionnel. Par contre, ça peut être moins efficace dans son déroulement. Un suffrage majoritaire, s'il n'y a qu'une seule personne qui est élue, un seul groupe qui est élu, il n'y aura pas de compromis à faire et ce sera plus efficace dans le gouvernement. Par contre, ce sera moins représentatif. Nous sommes actuellement dans une république, évidemment, nous sommes dans la 5e République qui a sa constitution depuis 1958. Il faut savoir que la première République et la première constitution datent de 1792, qu'il y a eu d'autres révolutions depuis, qu'il y a eu des émeutes et que de temps à autre, il y a eu des périodes où la démocratie a été mise entre parenthèses, où elle est réapparue sous une forme différente et la constitution, si vous voulez, c'est un petit peu la loi des lois, c'est le texte juridique qui prime sur tous les autres et qui va dicter l'ensemble des règles de la vie démocratique d'un pays. Et la nôtre fonctionne depuis 1958. Est-ce que les hommes et les femmes politiques sont les seuls acteurs de la vie politique? Non. Déjà, il ne faut pas forcément réduire aux personnes. Il y a derrière les hommes et les femmes politiques, il y a des partis politiques qui ont pour vocation l'obtention du pouvoir politique, c'est leur but. L'objectif, c'est exercer et obtenir le pouvoir politique. Mais derrière ça, vous avez aussi ce qu'on appelle la société civile. La société civile, ce ne sont pas des gens qui cherchent à exercer de manière professionnelle le pouvoir politique, ce sont des gens qui cherchent à influer sur ce pouvoir. On a les syndicats qui vont se concentrer sur l'univers du travail, vous avez les ONG, vous avez des organisations qui peuvent être des groupes d'influence pour justement aller influencer les partis politiques dans l'intérêt généralement de grandes entreprises, mais vous pouvez aussi avoir des associations à but non lucratif qui vont avoir le même objectif, mais pas pour les mêmes personnes. Ceci forme l'ensemble de la vie politique française, comme dans les autres démocraties. Donc la vie politique ne se réduit pas aux élections. Vous avez d'autres manifestations de l'opinion publique qui peuvent être plus ou moins violentes, sachant que si c'est très violent, c'est illégal, mais vous pouvez avoir des manifestations totalement non violentes comme des sit-ins, des manifestations, des pétitions, qui sont l'expression d'une opinion publique qui ne va pas se faire à travers les élections, mais qui va se faire à d'autres moments, et elles ne peuvent pas être ignorées, évidemment. Ça nous amène à la dernière partie du chapitre sur l'opinion publique. Pour qu'il y ait l'expression d'une opinion publique, il faut qu'il y ait une information qui soit la plus libre possible, donc la liberté de la presse, et il faut que les gens soient évidemment instruits, qu'ils sachent lire, qu'ils sachent écrire, pour pouvoir exprimer cette opinion. Et cette opinion publique va se manifester à travers les éléments qu'on vient de voir, et va constituer le cœur démocratique que les représentants politiques sont censés incarner et respecter pour retomber sur la définition première de la démocratie, le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple.